Dans l'immensité du Pacifique, au cœur des lagons de la Polynésie française, se forme l'un des trésors les plus fascinants de l'océan, la perle de Tahiti, qui naît dans une huître à lèvres noires, qui va déposer lentement pendant des mois de fines couches de nacre autour d'un noyau. Et en fait, aucune perle n'est jamais tout à fait identique. Certaines vont être rondes, d'autres plus libres, plus rares, plus inattendues tout simplement, et avec leurs reflets sombres, argentés, verts ou aubergines. Les perles de Tahiti comptent aujourd'hui parmi les perles les plus précieuses et les plus recherchées du monde. C'est cette beauté imparfaite que je suis venu chercher, direction Aroutoua, au cœur des Tuamotu, pour quelques jours avec une famille de perliculteurs. Et l'objectif, c'est de comprendre leur réalité et la vraie valeur d'une perle de Tahiti. Le maire du village vient me saluer. Il y a 850 habitants sur tout l'atoll, alors forcément, seul, avec tout mon matos pour filmer, on me remarque assez vite. Ça fait 5 ans que je suis en contact avec eux et seulement la deuxième fois que je les vois. Autant vous dire que je suis vraiment content d'être là et quelques minutes plus tard, ils viennent me chercher, direction leur petit motu. Et à Aroutoua, comme dans beaucoup d'atolls des Tuamotu, la vie est entièrement tournée vers le lagon. Donc ici, la perliculture va faire vivre de nombreuses familles et rythme leur quotidien. On arrive sur le motu en fin de journée, nous sommes une dizaine à y vivre en ce moment. Je dois filmer en permanence et sans équipe technique avec moi, c'est pas toujours simple, mais ça me permet aussi de vivre cette immersion de la façon la plus directe possible. Le soir, je préfère quand même poser ma caméra, profiter du moment. Leur accueil est tellement chaleureux que j'ai juste envie d'être là avec eux. Le lendemain matin, Raymana me réveille à 5h30 et moi, clairement, je suis pas du matin. Donc un petit café s'impose. Et la motivation revient vite quand je réalise où je suis. Au loin, on voit l'un de leurs employés. Ici, il n'y a pas d'embouteillage, pas de klaxon, pas de stress, juste le calme du lagon. Il est à peine 6h du matin, le soleil se lève vite, comme vous pouvez le remarquer. On prend le bateau pour aller déposer dans l'eau les premières huîtres perlières, juste à côté de la maison. Ce sont des naissins, donc des bébés huîtres qui n'ont encore jamais produit de perles. On les fixe sur des supports à quelques mètres de profondeur, puis on les laisse grandir dans le lagon jusqu'à qu'elles soient prêtes à être greffées. En parallèle, on va récupérer d'autres huîtres plus âgées, qui ont déjà passé de longs mois dans l'eau, et celles-là, on va les ramener justement pour les ouvrir. Avant de les ouvrir, il faut d'abord les nettoyer. Avec le temps, il y a énormément d'algues et de coquillages qui se sont collés sur leurs coquilles. Donc on les passe au Karcher, on les sort des filets, on les détache des cordes, puis on les prépare pour la suite. Ensuite, elles passent entre les mains de la greffeuse. Et là, à chaque fois, c'est un peu le moment de vérité. Elles ouvrent délicatement la poche perlière pour récupérer la perle formée à l'intérieur. Et ça, c'est toujours une surprise parce qu'en fait on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut savoir que les huîtres sont des êtres vivants, donc chacune va réagir différemment à la greffe. Certaines produiront une perle très ronde, très lisse, presque parfaite, et d'autres vont donner des perles qui sont plus libres, plus irrégulières, plus surprenantes. Si l'huître a donné une belle perle, elle va remettre un nucléus dans cette même poche perlière pour relancer un nouveau cycle. Et c'est exactement cette part d'incertitude qui est assez fascinante. C'est aussi pour ça que je suis venu ici, pour comprendre comment tout ça se passe sur place et surtout pour sélectionner directement à la source les perles qui me parlent vraiment. Et dans la joaillerie traditionnelle, la valeur d'une perle repose souvent sur sa rondeur, sa taille ou la perfection de la surface. Mais il y a une autre vision qui existe, donc la nôtre. Elle célèbre le caractère propre à chaque perle.
Ça, c'est un keishi. Alors, parfois, l'huître va rejeter le noyau, du coup, la perle ne se forme pas, mais l'anarque va quand même continuer de se créer librement. Et sans noyau, ça donne une perle plus naturelle, longtemps considérée comme un accident. Et ben aujourd'hui, c'est justement ce qui la rend recherchée. Les huîtres qui n'ont pas donné grand-chose, et ben elles ne sont pas perdues pour autant, puisqu'on va récupérer leur chair pour la manger. On va même utiliser leur nacre pour la vendre, donc rien ne se perd. Et il faut aussi préparer les bébés huîtres pour les attacher sur les cordes, puis les protéger des gros poissons, notamment des balistes. Franchement, ici, il y a toujours quelque chose à faire, on s'ennuie jamais. À midi, on partage un repas en famille, donc on mange du poisson frais, du maï-maï, du thon sous toutes ses formes. Autant vous dire qu'on reprend vite des forces. On fait pas de prière. Je rigole. Non mais on peut la faire si vous voulez, mais je suis pas Ça va, on est bon. Et l'après-midi, on regarde ensemble la récolte et moi je sélectionne une à une les perles qui vont m'intéresser. Donc je cherche des formes différentes, des couleurs différentes, des lustres différents et le but c'est d'avoir en fait des perles qui ne se ressemblent pas toutes, des perles plus libres, plus vivantes pour créer des bijoux uniques. Cerclé, ça c'est les formes de poire. Ici on a les baroques. Et surtout, il n'y a aucun intermédiaire, je viens chercher les perles directement à la source. C'est ça aussi qui me permet de choisir moi-même chaque perle là où elle est produite et de proposer ensuite la vision la plus libre de la perle de Tahiti à travers l'imperfection. Ces perles, elles vont voyager directement dans nos ateliers en France et en Nouvelle-Calédonie. Après le tri, Raymana sait que j'adore pêcher et forcément il va m'emmener au large jusqu'au DCP pour essayer d'attraper des gros poissons. Malheureusement, il faut croire que je porte un peu la poisse parce qu'on n'a rien attrapé. Le soleil se couche sur Aotua et moi j'en profite surtout pour remercier toute la famille pour leur accueil extrêmement chaleureux. Et le soir, on mange encore du poisson, mais ça me va très bien. On allume un feu sur la plage tous ensemble, on fait griller des marshmallows, même à l'autre bout du monde. Et c'est sur ça que le documentaire termine. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de nous soutenir. Et vous pouvez aller voir nos bijoux directement sur notre site l'imperfection.com. Merci. Regarde, je fais de la lumière grâce à ça. Il était bon le marshmallow? Oui.